Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode des Growth Stories. On a précédemment interviewé Patrick Mollard, qui était CEO d'Iban First, et maintenant on a la chance de t'avoir et tu es CEO. Ouais. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement et puis présenter éventuellement Iban First à ta façon? Bien sûr. Donc je m'appelle Pierre-Antoine Dussoulier. Je suis CEO fondateur de Iban First. En fait, Iban First, c'est une société qui a une histoire un petit peu particulière parce qu'en fait, c'est une société que j'ai créée alors que j'étais encore, je m'occupais encore de la région Western Europe chez Saxo Bank. Donc en fait, c'est en parallèle de Saxo Bank que j'ai créé la société et en fait, j'ai vraiment rejoint la société 2 ans après qu'elle ait été créée. Voilà. C'était ça, parce que j'ai essayé pour écrire ta bio de me baser sur ton profil LinkedIn. C'était compliqué les dates. C'est quelque chose qui ne colle pas. Ouais. Non, mon profil LinkedIn est exact, j'ai pas grugé au niveau des dates. Mais en fait, c'est que j'avais créé une première boîte en 2006 que j'ai revendue à Saxo Bank en fin 2008 et j'avais un système de earn-out avec Saxo Bank où j'étais payé sur la vente de cette première boîte jusqu'à 2012. Et quand j'étais complètement payé, j'ai dit à Saxo Bank, ciao, je veux créer une nouvelle boîte qui va révolutionner le paiement pour les entreprises, le paiement avec du change pour les entreprises, donc Iban First. Et donc je vais partir pour faire ça. Et Saxo Bank m'a dit non, on t'aime beaucoup. Et Saxo Bank est une super boîte, très bienveillante, etc. M'a convaincu en fait de rester en me disant, ok, on te laisse rester comme manager chez Saxo Bank, mais on te veut 100% de ton temps, on veut 100% de ton temps chez Saxo et on te laisse investir dans cette nouvelle boîte. Donc on a signé les papiers, comme quoi j'avais le droit de créer Iban First, que c'était pas concurrent avec Saxo et que j'étais juste investisseur dedans. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc c'était pas mal parce qu'en fait Iban First c'est une société qui a besoin d'un agrément, qui avait besoin d'être intégrée à Swift. Je voulais tout faire vraiment by the book en termes de techno. Donc je voulais qu'on crée notre propre core banking system. Je voulais qu'on soit homologué CEPA, enfin plein de trucs très techniques qui mettent du temps. Donc c'était parfait parce que quand ça met du temps, c'est pas très marrant. Donc j'aurais pas vraiment servi au début de la vie de la boîte si j'avais été dedans dès le début. Donc en fait, j'ai trouvé un super CTO qui est notre CTO actuel qui s'appelle Laurent, avec qui on a créé la société, qui lui était full-time dans la société. Donc c'était lui effectivement le premier employé dans la société, plus une petite équipe. On a eu notre agrément de la BNB en Belgique pour faire du paiement, un agrément de prestataire service de paiement. On a créé toute cette infrastructure pour rendre ce service aux entreprises. Tout ça, ça a mis à peu près 1 an. Après, au bout d'1 an, on a créé une petite équipe commerciale pour voir si jamais on pouvait notre produit avait un intérêt auprès des clients qu'on targetait, donc les clients corporate. Donc le produit, c'est faciliter la vie des entreprises lorsqu'il s'agit de faire du paiement à l'international. Donc on va être moins cher et plus transparent qu'une banque traditionnelle si jamais on veut payer un fournisseur à l'autre bout de la planète en dollars, par exemple. Et là, on a commencé à tester. On a vu que ça marchait pas mal. Et là, moi, j'étais toujours chez Saxo Bank et là, je me suis dit, et c'est moi qui finançais à 100% donc toute la société. Et là, je me suis dit, ça vaut quand même le coup. Peut-être qu'il faudrait quitter définitivement Saxo Bank pour s'occuper de Iban First. Mais j'hésitais un petit peu. Je me disais quand même, c'est vachement confort parce que j'étais CEO de Saxo Bank France, mais aussi Head of Western Europe pour Saxo Bank. Donc, c'était un poste cool. Mais après, je me suis dit, mince, je vais vieillir en étant comme ça chez Saxo et entreprendre, il faut avoir beaucoup d'énergie et si ça se trouve dans 5-6 ans, j'aurais plus envie de me casser la tête en montant une boîte et en rejoignant une petite boîte comme ça, donc il faut le faire maintenant. Et là, j'ai eu un coup de chance et c'est quelqu'un d'ailleurs qui va passer dans pas longtemps, donc peut-être qu'il va nous couper dans la vidéo, mais s'il passe pendant la vidéo, ça vaut le coup qu'on lui fasse parler aussi, parce que c'est quelqu'un d'hyper important dans notre histoire. C'est Jean Laroche-Brochard. Il doit venir à 17h. Et en fait, Jean, c'était mon premier stagiaire dans ma première boîte à l'époque, en 2006. Donc mon premier stagiaire, on était le deuxième gars dans la boîte. On s'est hyper bien entendu, etc., etc. Il m'a beaucoup aidé à l'époque. Puis après, il a vécu sa vie. Je lui ai prêté mes bureaux, j'ai incubé sa première boîte aussi, etc. Puis après, voilà, il a vécu sa vie. Puis là, en 2015, il me dit, bon, j'ai un nouveau copain qui est Xavier Niel. Si tu veux, je te le présente. Et tu vas voir, il va te convaincre d'arrêter Saxo Bank et de recommencer à entreprendre parce que tu es un entrepreneur. Il faut que tu entreprennes. Je veux t'aider pour ça. Et je sais le potentiel qu'il y a dans Iban First. Il faut que tu y ailles à fond.
Et donc, il m'a fait rencontrer Xavier Niel. Xavier Niel m'a dit ok, j'investis le montant que je voulais pour lancer la boîte, enfin pour lancer. C'est pour ça que c'est un seed série A en fait l'investissement de Xavier Niel à ce moment-là. Et à partir du moment où Xavier Niel m'a dit oui. À ce moment-là, j'ai trouvé Patrick, que tu as interviewé aussi. Patrick était un vieux copain parce qu'il essayait de sortir avec la sœur de ma femme depuis hyper longtemps et il n'arrivait jamais à se la faire. Et je ne sais pas si tu as dit ça. Non, ça m'a dit. Donc voilà, donc je connaissais depuis longtemps et puis lui, il galérait dans des banques, il faisait du M&A et tout, il en avait marre. Donc en fait, je lui ai dit, bah écoute, viens nous rejoindre parce que ça se trouve, on a Xavier Niel qui est d'accord pour investir dans la boîte. Moi, je vais quitter Saxo. Et puis on a tout aligné. Et là, ça a été vraiment le vrai lancement en fait, de la boîte. Donc c'était fin 2016, donc ça fait 2 ans et demi où j'ai quitté Saxo. On a eu un investissement. Ce premier tour qui était donc un seed. Le seed, on peut dire c'était moi, ou alors on peut dire c'est moi plus Xavier Niel, ou alors on peut dire que Xavier Niel c'était la série A. Quoi. Ouais. Donc ça dépend comment on présente les choses. Et justement, Patrick nous expliquait que on va dire le site slash série A et la préparation de ça était assez costaud puisque vous aviez dû rechallenger les clients, votre positionnement pour faire un petit peu de nettoyage, etc. et d'avoir un positionnement qui soit très clair au moment de la levée de fonds. Ouais. Tu sais expliquer un petit peu par où? Alors, je ne sais pas exactement comment lui raconte l'histoire, mais moi, l'histoire, quand je la raconte, c'est en tous les cas, c'est donc moi, je quitte Saxo, j'ai l'argent de Xavier Niel, et je suis hyper sûr de moi, et je suis hyper sûr de nos équipes et tout. Et je dis, en fait, on va faire 2 boîtes. On va faire une boîte qui fait du paiement international, donc ce qu'on fait actuellement en fait. Et puis aussi, on va faire une néobanque pour les PME, parce qu'on a les capacités techniques de le faire. Donc en fait, on va faire 2 boîtes, quoi. Puis après, je me suis dit, bon, peut-être 2 boîtes c'est compliqué, donc on va faire une seule boîte, mais qui va faire ces 2 choses. Donc il va faire la néobanque pour les PME et le paiement international pour les entreprises. Et en fait, dans l'exécution, c'était quand même vachement dur, en fait, parce que aussi, en reprenant la boîte à ce moment-là, on était une dizaine de personnes, c'est tout. Et je ne m'étais pas rendu compte de plein de choses en fait, complexes par rapport à faire 2 boîtes plutôt que d'une, enfin faire deux produits. Et donc à un moment donné, on a pivoté. On a arrêté cette idée de faire une néobanque pour les PME parce que c'était pas assez dans notre ADN, il y avait plein de complexités qu'on n'avait pas anticipées. Et donc on s'est dit qu'on allait faire que le paiement international pour les entreprises, quoi. Donc voilà. Et qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était la bonne chose à faire? En fait, je pense que c'est plus une question d'ADN. Je pense qu'il y a un super marché aussi pour faire la néobanque des PME. On a des copains qui s'appellent Conto qui le font très bien. Je pense que si on avait voulu le faire, il y avait une super opportunité aussi. Mais c'était moins dans notre ADN à moi et aux équipes. Moi, j'ai toujours fait du change, par exemple. Donc, je connais très bien le change. Je connais très bien le paiement international. Et donc, pour moi, c'est plus facile de développer et de continuer de développer une expertise autour de ça et d'en parler auprès des clients et d'avoir des clients qui sont très contents de nous utiliser sur ça que repartir dans quelque chose qui est encore... faire cette néobanque des PME où il y a plein de nouvelles problématiques. Tous les jours, il y a de nouvelles problématiques. Il y a des gens qui voulaient qu'on déposait des chèques chez nous. On ne savait pas comment gérer ça. On avait des gens qui avaient tout le temps des problèmes avec leurs cartes. Et ça, on ne connaissait pas le business de la carte. Et en fait, on aurait pu gérer, mais ça voulait dire d'autres investissements. Et aussi, ça voulait dire aussi autre chose qui n'était peut-être pas dans notre ADN, c'est que pour développer une néobanque, en général, il faut brûler énormément de cash. Ça coûte très très cher et c'est pas rentable du tout. C'est-à-dire que c'est même terrible, c'est même chaque client en fait a quasiment un PNL négatif parce que chaque dépôt aujourd'hui on paye des taux d'intérêt négatifs sur le dépôt en euros. Donc un client qui va déposer de l'argent en euros chez soi, ça va me coûter de l'argent plutôt qu'on aura apporté. Et puis après pour servir le client, il y aura plein de frais. Ça va nous coûter de l'argent. Il y a plein de problèmes de compliance, de KYC, plein de choses. Donc c'est très compliqué. Donc c'est un business qui probablement fonctionne, mais au départ, qui peut coûter des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Et il faut être bien accroché pour le faire. Alors que notre business sur le paiement à l'international, on apporte une vraie valeur ajoutée aux clients et du coup, on arrive à gagner notre vie en le faisant. Donc, du coup, la rentabilité de ce business arrive beaucoup plus vite et donc c'est moins perturbant en termes de chiffre d'affaires parce qu'on a aujourd'hui un vrai chiffre d'affaires qui devient sympa sur ce business-là.
plutôt que si on avait fait la néobanque des PME où on aurait vraiment brûlé de l'argent encore. Enfin, on n'est pas, enfin si, en mois de mai on était rentable, mais notre objectif n'est pas d'être rentable aujourd'hui non plus. On est en croissance, on regarde le plus important c'est la top line, on veut faire une licorne, etc., etc., etc. Mais quand même, c'est plus facile de faire ça avec un business qui est rentable, quoi. Donc voilà, c'est une question d'ADN. Moi, j'avais plus cet ADN-là, et je pense aussi Patrick, quelque chose de plus rationnel dans ce sens-là que l'ADN d'une néobanque pour les PME, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'aller dans ce sens-là, quoi. D'accord. Et Patrick nous expliquait que pour lui, il y avait chaque levée de fonds était un exercice de formalisation supplémentaire qui était assez intéressant et qui portait un autre regard aussi sur le passé. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec ce postulat que chaque levée de fonds te force à formaliser des choses auxquelles tu ne prêtais pas attention avant, mais qui sont finalement très importantes, et si tu les avais formalisées plus tôt, peut-être que tu aurais pu accélérer plus vite? C'est vrai, non, c'est vrai, c'est bien qu'il ait dit ça. Il est intelligent, Patrick, hein. C'est pour ça que je suis content qu'il soit là aussi, hein. Et non, c'est vrai. Et même, maintenant, même on a un exercice supplémentaire en ce moment qui est assez marrant. C'est qu'il y a des petites boîtes qu'on regarde pour les acheter, quoi. Et en fait, donc là, cette fois-ci, on est côté investisseur, quoi. Donc, et c'est très marrant de regarder la manière dont ils nous expliquent leurs chiffres. Et on comprend en fait ce que nous, il faut qu'on montre pour nos levées futures, etc. En voyant les défauts de ce que nous présentent les petites boîtes qu'on regarde pour acheter. Donc c'est vrai que c'est intéressant comme exercice en fait de préparer un pitch et de regarder en fait vraiment ce qui va être important. On a vachement appris une learning curve aussi par rapport à ça parce qu'encore une fois, première levée, c'est passé plutôt de manière facile grâce à Jean. La première levée, le seed, c'était moi qui l'ai mis. Après, Zavinel, c'était facile. Et on a vraiment fait un effort, c'était pour pitcher Serena, et ensuite Brega qui a suivi Serena. C'est là où c'était plus compliqué. Zavinel, c'était facile, c'est parce qu'elle était convaincue sur le business model et parce que Jean te connaissait déjà. Quel a été l'élément de conversation? Parce que si j'ai compris, tu me dis que c'est plutôt lui qui t'a convaincu de passer full time et du coup de lever de l'argent. C'est pas une configuration habituelle. Ouais. Comment tu bah ouais, non, vécu? Mais en fait, il faudra lui demander là si on le voit. Mais en fait, je pense que au stage où on était, investir en nous, c'est pas en fait Jean, c'est un espèce de super VC, quoi. Il a fait les plus belles boîtes, il a fait Zenly, il a fait Captain Train, il a fait des super success stories, et en fait il y a pas mal de boîtes en fait c'est pas très risqué d'investir si tu les as au début et que tu as une bonne équipe avec un produit, avec des gens qui connaissent le produit. En fait, le risque il est hyper limité, quoi. Donc en fait, je pense que c'est tout, quoi. En fait, et par contre, il est hyper pragmatique par rapport, il va pas complexifier l'investissement au départ. Au départ, voilà, on sait que ça va marcher. On va pas chipoter, quoi. Donc c'est un peu ça l'esprit de Jean, et c'est ça qui était sympa au début. Donc du coup, on est vachement à l'aise en tant qu'entrepreneur parce qu'on se dit ok, bon, moi, je voudrais tel valo, je voudrais tel montant, et voilà. Et si le gars en face dit oui, parce que je crois en toi, et donc ça marche, quoi. Et, si je me trompe pas, c'est une série à 11 millions, c'est ça? Ouais, 10 millions, ouais. C'est quand même énorme. C'est pas une petite série A. Ouais. Donc c'est vraiment intéressant. Ouais. Mais après, on est un business, encore une fois, où il faut du cash. Ouais, comme tu le disais, pendant plusieurs années, vous avez d'abord travaillé sur la techno avant de pouvoir générer le premier chiffre d'affaires, si j'ai pas compris. Ouais, bien sûr, ouais, exactement. Ouais. Bah, c'est un business d'infrastructure de paiement, c'est un business parabancaire, quoi. Donc, on pique des clients en banque. D'ailleurs, nos concurrents, c'est vraiment les banques. Et les banques, elles ont d'énormes infrastructures qu'elles ont, d'ailleurs c'est leur problème aussi, mais qu'elles ont depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est grâce à ces infrastructures qu'elles rendent ce service sur du paiement, quoi. Donc nous on a dû tout construire, ce qui était bien en partant d'une feuille blanche, mais quand même il faut être branché à Swift, c'est pas un truc simple, il faut être branché à des API FX pour accéder au marché interbancaire sur le marché d'échange.
il faut avoir des homologations SEPA et il faut avoir un système de core banking qui est très solide en termes de sécurité aussi, qui permet justement de gérer toutes ces opérations pour le compte des clients. Et donc tout ça, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Et puis aussi, il faut avoir un agrément. L'agrément, ça veut dire que tout ce qu'on fait en fait est contrôlé et on doit pouvoir le reporter et voilà, donc ça nous demande d'être très structuré dès le départ. Et est-ce que tu dirais que ton investissement technologique au départ est maintenant un avantage concurrentiel par rapport à d'autres acteurs qui viendraient sur ton marché? Ouais, bien sûr. En fait, c'est un énorme. Enfin, c'est pas. Notre métier, c'est rendre du service aux entreprises. Donc en fait, notre métier, c'est vraiment. On fait mieux ce que fait une banque lorsqu'il s'agit de faire du paiement international. Et on a un meilleur service. Après, on a une super techno qui nous aide à rendre ce service. Et aussi qui nous permet de le rendre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, lorsqu'on fait un paiement international, il y a une telle complexité derrière, lorsqu'il y a du paiement plus du change en cross-border, que les systèmes des banques en fait vont pas pouvoir gérer ça très bien. Nous, on va pouvoir mieux le gérer et aussi, du coup, on va pouvoir rendre un meilleur service aux clients. Donc oui, la technologie est hyper importante, mais surtout, ce qui est important, c'est l'état d'esprit, quoi. C'est notre état d'esprit par rapport à ça. Donc, je voyais en Belgique, là, j'ai un compte chez ING, et il m'a un compte particulier, mais ING, j'ai pris en photo la dernière fois leurs horaires, mais c'était des agences à XL. Donc c'est 9h midi, ils ferment entre midi et 14h, 14h, 16h. Alors voilà, genre de truc, on se dit ok, mais ils sont fous quoi. Genre, donc bon, voilà, donc quand on voit ça déjà, on se dit c'est facile de faire mieux quoi. Donc donc voilà quoi. Et si on se remet à cet instant où peut-être tu vois Xavier Niel, vous avez un accord, bam, tu as 10 millions sur ton compte en banque. Qu'est-ce que tu fais? J'ai acheté une nouvelle Porsche. Non, c'est pas vrai parce que d'ailleurs j'avais plein de super voitures que j'ai plutôt vendues depuis que je suis à nouveau entrepreneur parce que c'est plus dur quoi. Je gagne pas ma vie aussi bien qu'auparavant. Donc non, qu'est-ce qu'on fait? En fait, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas, rien n'a vraiment changé en fait. C'était encore une fois, j'avais mis de l'argent moi aussi dans la société auparavant, donc on n'était pas dans une situation bloquante quoi par rapport à ça. Non, on s'est dit ok, il faut déployer. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis dit ok, maintenant on va accélérer, mais en termes de marketing et de vente. Mais en fait, je me suis rendu compte que on n'était peut-être pas encore assez prêt pour accélérer comme je voulais qu'on accélère et qu'il fallait encore repasser du temps sur le produit puisqu'on n'avait d'ailleurs pas encore vraiment pivoté à ce moment-là. Et donc en fait l'accélération, l'élan du début, en fait j'ai vite freiné parce que j'ai eu peur en me disant en fait on n'est pas prêt, le produit n'est pas assez propre, on va avoir des soucis. Donc en fait c'était un peu frustrant parce qu'au départ donc on a dépensé de l'argent pour se développer le sales et marketing. Et après, on a arrêté pour un peu faire l'état des lieux de ce qui se passait, de ce qu'on voulait faire vraiment, comment ça fonctionnait, où est-ce qu'on avait de la rentabilité, où est-ce qu'on n'avait pas de rentabilité. On s'est rendu compte qu'il y avait même des activités, on ne s'en rendait pas compte, mais sur lesquelles on perdait de l'argent. Donc, je sais pas, certains types de paiements qu'on priçait mal. Et à chaque fois qu'il y avait un paiement, en fait, ça nous faisait perdre de l'argent. Donc, c'est pas top comme business model. Et donc, on a tout mis à plat. Et on a essayé de se rassurer sur certaines choses. Et dès qu'on a vu les chiffres qui commençaient à reprendre, on a réinvesti. Et là, très vite, en fait, il fallait faire une deuxième levée, quoi. Donc très vite, on s'est remis en mode on va faire une deuxième levée. Dès qu'on a vu que les chiffres commençaient à pouvoir monter. Et c'est ce qu'on a fait. C'est Patrick m'expliquait que votre nombre de TP, il a stagné au début, même après
l'investissement de 10 millions, vous êtes resté en dessous de la barre des 20 et c'est seulement Ouais, quand vous êtes rapproché de la deuxième levée de fonds que là vous avez vraiment accéléré et ouais. vous avez passé les caps des 100 personnes. Bah franchement, c'était dur, même après avoir levé la première levée. En fait, ce qui est dur, c'est on a pas mal douté de ce qu'on faisait, quoi, de notre business model. On parlait à des gens qui étaient un peu dans notre univers, qui faisaient à peu près la même chose, et puis on voyait qu'ils galéraient, qu'ils se posaient des questions, on ne comprenait pas pourquoi ils galéraient. On se posait plein de questions, quoi. Et on se posait plein de questions aussi parce qu'on n'avait pas encore une vraie étincelle explosive en termes de croissance, quoi. Donc on tâtonnait et on voulait pas prendre de risques avec ça. Et encore une fois, c'est une question d'ADN parce que je pense on est plutôt plutôt calme en termes d'envie de croissance, quoi. Enfin, au départ, c'était ça. On se disait pas on va cramer l'argent de VC parce qu'encore une fois d'ailleurs aussi, voilà, l'argent c'était pas l'argent des VC, c'est l'argent de Xavier plus aussi 2-3 fois de sa famille et de moi. Donc en fait, on était vraiment, on se disait faut pas, on a fait attention, on a fait très très attention. Donc voilà. Et dès qu'on a vu que ça commençait à prendre, là on s'est dit ok, on va commencer à accélérer, voilà, petit à petit, Comment tu petit à petit. expliques il y a un moment où ça a commencé à accélérer? Bah C'est écoute, le raffinage du positionnement, le choix d'exclure la néobanque et de se concentrer sur un seul produit. ouais, je pense, hein, je pense que c'est ça. Je pense aussi à une learning curve dans ce qu'on fait, quoi. Donc plus de maturité dans la compréhension de notre business et de nos clients, quoi. Donc ça, en fait, il y a un moment donné où peut-être il y a des trucs qu'on comprenait pas avant, enfin, on comprenait pas aussi bien. Maintenant qu'on comprend beaucoup mieux. Et qui s'est occupé justement de formaliser, d'analyser vos clients, les patterns, etc. Ouais, tu vois, bah justement, comparé justement à vous, là, comment vous êtes présenté tout à l'heure, bah justement, nous, le problème aussi, c'est que je pense, nous, on avait des IT, qu'on appelait IT, enfin, voilà, pour t'expliquer le niveau du départ, quoi, et des vendeurs, c'est tout, quoi. Donc, des gens qui parlent au téléphone pour avoir un client, c'est tout. Donc on n'avait pas de marketing. Après le marketing est venu, mais bon, un peu après le marketing. Mais surtout, IT, ça voulait dire tout. Ça veut dire développeur, c'est notre CTO avec des gars en dessous qui développent. Mais on n'avait pas un CPO. On n'avait pas de produit. Donc en fait, on n'avait pas une équipe produit telle quelle. Ah tiens, il y a Jean qui est arrivé là. Et il est reparti parce qu'il a vu que j'étais occupé. Ça peut être marrant qu'il parle, hein, franchement, je pense. Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite pause au moins tu peux Ouais. Bah, on fait une petite pause et ok. Alors, on parlait justement, donc là, tu disais, première grosse levée de fonds, après un gros travail sur la techno. Quand même pas mal encore d'hésitation sur ton positionnement et sur les choix pour arriver à faire vraiment accélérer la croissance. Il y a un peu se dire, mais il est où ce moment magique qui fait que tu te dis ok c'est bon on y est. Est-ce que tu l'as ressenti ou c'est plutôt après antérieurement quand tu analyses tu te dis ah ouais mais en fait il était là? Non, en fait le moment magique entre guillemets c'est je le ressens maintenant depuis 6 mois. Donc après la deuxième levée, mais c'est pas lié à la deuxième levée parce que la deuxième levée on l'a faite en octobre de 2018, et en fait c'est depuis octobre qu'on a un espèce de hockey stick, donc avant on grossissait comme ça et puis d'un seul coup on grossit comme ça. Mais c'est pas lié à la levée parce qu'on l'a pas déployé encore. Donc ouais, le moment magique il est là. Et après c'est aussi parce que je pense que j'ai des demandes pour que je sois à peu près satisfait qui sont assez élevées, quoi. Parce que du fait justement qu'avant avec Saxo Bank on a fait une boîte qui fonctionnait très bien, très vite, qui a gagné beaucoup d'argent. En fait là je veux un minimum qui est peut-être assez élevé pour que je sois à l'aise, quoi, en termes de me dire ok ça va, on fait un truc qui tourne, quoi. Donc
Donc, voilà. Si on se ressort un petit peu sur l'interne et l'organisation de ta boîte, comment tu as vécu ces différents paliers d'investissement en termes de structuration, d'organisation, d'engagement de personnes? Alors justement, c'est ce que je disais, il y a plusieurs trucs. C'est qu'avant, on avait une boîte avec des gens qu'on appelait IT, mais ça voulait rien dire, et des vendeurs, et c'est tout, quoi. Et petit à petit, on a structuré tout ça. Donc maintenant, on a un département R&D dans lequel il y a un VP of Engineering qui s'occupe d'une équipe de développeurs, un CPO avec une équipe produit. On a une équipe data aussi, avec 5 personnes qui travaillent de la data, avec un BI, des data analysts. Et puis on a même un lab dans lequel on a des PhD. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelait avant IT, quoi. Donc c'est beaucoup plus structuré. Et ça nous permet de développer les produits de manière beaucoup plus cohérente, quoi. Et qui t'a aidé justement à structurer tout ça? Et qui m'a aidé. Et en fait, Serena nous a pas mal aidé. Et donc je dis pas ça pour failloter, quoi. S'il regarde la vidéo, non, c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup aidé. Entre autres Bertrand Diard qui représente Serena chez nous, qui était le CEO et fondateur de Talend et donc qui nous a vraiment aidé à développer ce côté-là. Donc voilà, ça nous a aidé. Mais il n'y a pas que ça aussi. Par exemple, Bertrand aussi nous a aidé sur la partie RH, justement, qui nous a permis de recruter beaucoup. Jusque-là, on recrutait avec des chasseurs de tête ou avec friends, enfin les copains des copains. Mais en fait, du coup, on manquait de vélocité et aussi, il y avait certains profils qu'on n'arrivait pas à embaucher parce que même si on a de l'expérience et qu'on connaît des trucs, il y a des gens qu'on n'avait jamais embauchés. Par exemple, pareil, là, product marketing, en fait, c'est tout con, mais je ne savais pas ce que c'était il y a 6 mois encore, en fait, en gros. Et moi, j'ai réalisé qu'à un moment donné, en fait, c'était moi le product marketing de la boîte, probablement. Mais qu'en fait, je ne pouvais pas faire ça tout le temps non plus, parce que j'avais quand même d'autres choses aussi à faire. Mais quand même, in fine, c'était moi. Et donc voilà, donc on s'est mis à recruter le product marketing aussi, quoi. Et ça, pour savoir ce que c'est exactement qu'un product marketing, comment le recruter, c'est là où on a besoin aussi d'une RH qui s'y connaisse. Donc c'était la RH de Talend en fait, qui nous a rejoint et qui nous a aidé à recruter des profils clés comme ça, quoi. Et je pense que ça aussi, c'est le next step dans la boîte maintenant, on est structuré d'une manière qui est vraiment différente par rapport à 6 mois. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'en ce moment on a une super croissance, mais c'est à périmètre constant par rapport à ce qu'on savait faire avant et comment on le faisait. Et maintenant on a mis en place et on déploie quelque chose qui est beaucoup plus puissant et qui va nous permettre de continuer à faire cette croissance sur une base plus élevée, quoi, en fait, parce que c'est facile de faire du x2, x3 quand la boîte est relativement petite, mais quand la boîte devient plus grosse, continuer à faire x2, x3, x4 chaque année, en fait, il faut être structuré de manière différente. Et ça, je pense qu'on est prêt, quoi. On est prêt pour l'avenir, quoi. Et comment tu as vécu le passage d'avoir besoin des profils très généralistes au début vers des profils spécialistes et de forcer tout le monde à faire moins mais plus en profondeur? Ouais, c'est une bonne question. Ça se fait avec de la casse un petit peu. Mais souvent la casse, c'est de toute façon les gens, on se disait que ce serait bien qu'ils ne restent pas en fait. Donc ils allaient plus pour l'histoire. Et il y a des gens qui sont... même moi par exemple, moi aussi c'est la même chose. Au départ, quand on monte une boîte comme tout le monde, au départ on change les ampoules et on embauche les gens et on s'occupe de la vente et du marketing, etc. On fait tout à la fois. Et parfois c'est marrant de faire tout à la fois. Donc en fait, et c'est dur de lâcher des trucs. Donc en fait, même moi j'ai dû lâcher plein de choses par exemple, la vente, le côté commercial, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup passer du temps avec les clients, les prospects, et leur expliquer ce qu'on fait, et expliquer nos avantages, et essayer de les avoir comme clients. Et ça, en fait, je sais qu'en ce moment, c'est pas ça que je dois faire pour développer la boîte. Je dois penser justement à recruter et à nos prochaines levées. Et donc, il faut que je m'empêche de perdre du temps à faire le vendeur, alors que théoriquement j'aime bien ça. Mais donc je dois m'empêcher de faire ça. Et c'est la même chose pour beaucoup de personnes ici. Mais in fine, c'est pour le bien de la boîte, c'est pour le bien de l'aventure. Donc ce qu'on gagne dans l'aventure, si on est assez intelligent et qu'on comprend que l'aventure qu'on peut vivre, elle va être incroyable, et que donc c'est pas grave que de temps en temps on fait pas exactement le truc qu'on adorait faire. En fait, ça vaut le coup, quoi. Donc
Et là, dans mon cas, c'est ce qui se passe, et dans le cas d'autres gens, c'est ce qui se passe aussi ici, quoi. Donc voilà. Ouais. Et c'est quoi les premiers process que tu as, vous avez dû formaliser en interne? Alors, on va parler du recrutement, enfin des équipes IT ouais. Qui sont transformées en équipes produits et Ouais. R&D. On a parlé des RH, c'est passé par là? Ouais, tout à fait. Je dois aller chercher ma fille à la crèche, mais ça va. Ouais, mais elle est pas là. Ça va. Elle n'est pas à Paris. Bah écoute, moi aussi d'ailleurs, parce que ma femme n'est pas là, donc c'est moi qui m'occupe des enfants cette semaine. Je vais devoir partir pas trop tard. Et donc d'ailleurs, c'est ça la différence aussi pour revenir au truc de l'entrepreneuriat. Ma première boîte, j'ai créée en 2006, j'avais pas de femme et pas d'enfants. Enfin, j'avais une copine qui est toujours la même d'aujourd'hui, mais du moins c'était moins prenant. Donc en fait, j'avais pas d'aller chercher d'enfants nulle part. Et donc je me donnais à 150% dans tout ce que je faisais. Pour la boîte. Et aujourd'hui, c'est encore le cas, sauf que quand même, c'est vrai qu'il y a des trucs, des obligations qui n'existaient pas à l'époque. Donc c'est ça un peu la différence entre première boîte et deuxième boîte. Mais après, ça demande de l'organisation aussi, je pense qu'au contraire, après, ça permet d'être mieux organisé aussi, d'avoir des enfants. Ouais. On travaille différemment en tout cas. Ouais, on travaille différemment, mais du coup, ça se trouve, on travaille peut-être mieux. Et donc ta question, c'était avec les premiers process. Bah, en fait, on était obligé d'être une boîte assez processée quand même, au vu du fait qu'on est agréé, en fait. Voilà, dans le domaine dans lequel on est, quoi. Mais on est assez processé sur le côté compliance, technique, finance. Et donc on est assez justement, tous nos process, ils doivent être décrits aussi. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que je suis sûr qu'une solution comme la vôtre, elle peut nous aider, parce que pour le moment, ils sont décrits essentiellement par la compliance, qui est, je ne sais pas où c'est, je ne sais pas qui a accès, mais je sais que c'est important, quoi. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on commence à être dans une phase où il faut qu'on se pose cette question-là. On sait qu'on a les process, mais est-ce qu'ils sont assez bien rangés, et est-ce qu'on est assez bien organisé autour de ces process, surtout qu'il y a beaucoup de nouveaux aussi qui arrivent. C'est que, aussi comparé à une boîte qui est plus petite, maintenant on doit être à peu près 120 aujourd'hui, en fait il y a beaucoup de gens. Tout à l'heure, je dis bonjour à des gens que je ne connaissais pas, en fait, qui étaient dans la boîte, qui sont arrivés cette semaine, je ne les avais pas vus. Et en fait, ces nouveaux, ils ne connaissent rien à la boîte. Souvent, ils sont très jeunes. Donc ça veut dire qu'ils sont très jeunes, ils peuvent faire plein de conneries, entre guillemets. Donc il faut très très vite quand même les encadrer sur qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment ça fonctionne, qu'ils ne fassent pas de bêtises. Et donc ouais, il faut à la fois leur donner beaucoup d'informations, mais pas tout non plus, parce qu'ils peuvent pas tout comprendre, quoi. Donc, ouais, c'est marrant, je pense que chez nos clients, les inquiétudes principales, c'est de ne pas devoir réinventer la roue, de permettre aux personnes qui rejoignent une boîte d'être autonomes le plus vite possible, et également que ce transfert de connaissances de quelqu'un qui reste et de quelqu'un qui s'en va se fasse. Et donc ils essaient le conseil généralement, c'est d'essayer de documenter et d'expliquer les process pour que la transition se fasse plus naturellement. Ouais. C'est vrai que donc nos clients historiques sont des grands comptes, ils vivent beaucoup plus ces grands mouvements de masse. Une boîte qui est en croissance, elle acquiert beaucoup, mais et donc justement il y a ce risque de réinventer la roue, parce qu'on recrute 3 ou 4 sales qui n'y connaissent rien en produit, n'ont pas vraiment été formés parce qu'on n'a pas le temps de les former, et ils se retrouvent à fondre d'une mauvaise manière, ils se démotivent parce qu'ils n'atteignent pas leurs chiffres, et ainsi de suite. Ou répéter des campagnes marketing qui ne marchent pas parce qu'on sait être faible, et ainsi de suite. C'est vrai que ce truc de réinventer la roue, ça me fait stresser à chaque fois. C'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui refont un truc qu'on a déjà fait, qui n'a pas marché, ou alors qui refont un truc qu'on n'avait pas, enfin, qui font des trucs qui vont pas, et ils vont pas jusqu'au bout. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a 10 fois qu'on a fait des trucs qu'on n'est jamais allé jusqu'au bout, et on le sait au moment où on commence, et on va pas aller jusqu'au bout. Et en fait, enfin bon. Et après, c'est vrai que quand la boîte est grosse, on a
plus le temps même de le dire, quoi. Dire attends, laisse tomber, sinon c'est mal pris, quoi, en plus, parce que genre, laisse tomber, c'est nul ce que tu fais, je sais que c'est nul, ça sert à rien. Donc mais c'est horrible, parce que pour ça, je deviens quasiment comme une grosse boîte de temps en temps, je lâche l'affaire, quoi. Je dis, ok, si ça leur fait plaisir, ils vont perdre 3 jours, ça sert à rien que je rouspète, quoi. Donc, mais bon, c'est voilà, c'est le truc, quoi. Donc, Et comment vous en êtes venu à maintenant vous dire tiens, il nous faut un outil pour structurer et documenter bah, je pense que ça va avec l'augmentation de la taille des équipes et en fait, il y a par exemple, il y a un truc, il y a quelque chose qui est très lié à la data, quoi. Donc en fait, c'est l'arrivée de notre BI aussi qui s'appelle Florent. Et en fait, la data, c'est vraiment une histoire de rangement, quoi, en fait, en gros, quoi. Et ça se fait pas si facilement que ça, quoi. Donc, et donc c'est en rentrant dans toutes ces problématiques de data, je pense qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on soit mieux organisé et aussi, pareil, pour avoir un socle plus fort pour pouvoir grossir beaucoup plus vite, parce que notre but, c'est de scaler. Encore une fois, on peut faire x2, x3 sur sur un nombre de transactions et des volumes de transactions qui sont faibles. Mais si on veut continuer à augmenter de cette manière-là sur des montants plus gros, il faut vraiment que tout soit très solide en dessous, quoi. Donc je pense que l'arrivée de Florent et l'organisation de notre département R&D et entre autres de la data en dessous du R&D fait qu'on a besoin de ce genre d'outils maintenant, quoi. Voilà. D'accord, super. Ouais. Bah, écoute, pour conclure, est-ce que tu aurais, sur base de tout ce que tu as vécu, 2-3 recommandations que tu donnerais à une boîte qui est en train de préparer sa série A ou sa série B, des choses que tu dis, bah, de par mon expérience, je vous recommanderais plutôt de faire ça ou de ne pas faire ça. Ouais. Je pense que c'est un process qui est hyper difficile, hein. Tout le monde le dit, mais c'est vraiment vrai, quoi, en fait, de faire une levée. Donc voilà, donc c'est le premier truc. Donc il ne faut pas oublier que c'est difficile et que il ne faut pas avoir honte que ce soit difficile. Il faut pas, moi, il y a un truc que je prenais très mal, c'est certains VC qui ne voulaient pas investir chez nous. Et en fait, je me dis, ils sont fous, ils sont débiles et tout. Et en fait, il ne faut pas le prendre mal, quoi, parce qu'en fait, c'est. Et donc, ouais, peut-être un conseil justement par rapport à ça, c'est peut-être pas perdre trop d'énergie avec trop de VC, quoi. Donc, et peut-être justement, c'est bien d'avoir une équipe. Nous, avec Patrick, on est assez complémentaires. Patrick souvent se fait les premiers rendez-vous pour par exemple passer le cran des petits juniors analystes chez les VC et que moi ensuite je puisse vraiment pitcher, si jamais ça intéresse le VC après qu'il ait parlé avec Patrick, que je puisse vraiment pitcher le partenaire. Mais qu'on n'ait pas besoin de pitcher à plusieurs étages, ou même que nous aussi, si Patrick après qu'il ait parlé avec l'analyste, ils me disent il n'y aura pas un match avec eux, ça n'a pas l'air bien. Donc en fait, comme ça, on limite le nombre de fois où on répète le même truc et on limite son énergie aussi à des gens qui ont la peine entre guillemets, parce que ça peut être assez frustrant de parler à un mec qui a 25 ans et qui dit ouais, ta société elle est naze, quoi. Et donc ça permet d'effacer ça, parce que nous on a vécu ça, c'est dur. Donc un conseil à mon avis c'est ça, c'est de s'organiser pour dire. Et en plus en fait il faut se dire, les VC c'est que du pur business, donc en fait ils peuvent vraiment, c'est pas grave s'ils voient même un junior dans notre boîte qui commence à pitcher juste pour passer au truc suivant. Donc pas de stress avec ça. Et puis l'autre conseil qui est cool, c'est d'appeler Jean, que tu viens de voir tout à l'heure. Et voilà. Et Jean, il te donnera des bons conseils et ça se trouve, il pourra investir aussi dans ta boîte. Donc voilà. Donc il y a la série, là, c'est Better Call Saul ou je sais plus quoi. Bah, là, tu fais Better Call Jean. Et voilà. Ouais. Et c'est ça. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup pour merci, ton temps. merci à toi. C'était très riche. Ouais, ok. Merci. Top. Super. Ouais.